MATQ, donc les séminaires étudiants du RQMP. Donc, on va reprendre le format, si on veut, de cet été. Donc, les lundis à 10h30 à chaque semaine, on va voir comment l'horaire se construit. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir David Sénéchal. Donc, David est professeur au département de l'Université de Sherbrooke. C'est un spécialiste des méthodes numériques pour les électrons fortement corrélés, mais aujourd'hui, il va nous parler de quelque chose qui est un petit peu plus grand public, qui est moins spécialisé à sa recherche. Il va nous parler de la course à l'arme nucléaire. Donc, bonne présentation. Bon, merci. Merci de l'invitation. Alors, premier avertissement, j'ai déjà donné cette présentation, ou à peu près la même, à l'Université de Sherbrooke il y a 1 an et demi. Donc, certains d'entre vous qui étaient là en tant qu'étudiants à Sherbrooke vont trouver que c'est la même chose, c'est une reprise. Deuxième avertissement, c'est un séminaire étudiant. Je ne suis pas étudiant, on est toujours un peu étudiant. Vous allez me dire, oui, mais donc le contenu est plus grand public, oui, et il est aussi destiné à des jeunes. Quand je dis jeunes, je veux dire moins de 40 ans. Simplement parce que le sujet lui-même est peut-être moins connu pour les plus jeunes parce que, bon, chaque époque a ses peurs, chaque époque a ses préoccupations. Puis, aujourd'hui, on parle beaucoup, outre la pandémie, je ne parlerai pas de ça, mais outre les changements climatiques qui sont une forme de menace larvée contre tous. Je parle bien sûr de leur impact psychologique ici. Eh bien, quand moi j'étais jeune, c'était la guerre nucléaire et ça l'a été à plusieurs reprises, disons, entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et le milieu des années 60, en particulier au début des années 60. C'est revenu au début des années 80 et ça s'est atténué depuis 1990 à peu près. On verra peut-être pourquoi. Mais c'est important, je pense, de comprendre ce contexte-là et de comprendre aussi la nature de la menace. Et un troisième point important pour les physiciens en particulier, c'est que le développement des armes nucléaires a été, en quelque sorte, c'est un peu malheureux de le dire, mais c'est un peu ce qui a mis la physique sur la carte. Avant les années 40, c'était peu connu du grand public comme science, comme groupe de personnes, et depuis ce développement des armes nucléaires et de l'énergie nucléaire en général, ça a été une image publique assez différente qui n'est plus, qui dure encore en fait, même si ça fait 80 ans, et qui est celle du savant qui peut faire plein de choses nouvelles, révolutionner le cours de l'histoire simplement par des expériences scientifiques, une connaissance, une expertise scientifique. Aujourd'hui, ce serait plus diversifié que ça, dans le sens que, oui, il peut y avoir des chambardements importants qui vont venir de l'informatique, de la virologie, de la biologie, etc. Donc, mais à l'époque, c'était la physique. Donc, il faut reconnaître ça historiquement et savoir que ça nous marque encore, même en tant que physicien. Donc, j'ai intitulé ça de la guerre chaude à la guerre froide. Je veux là-dedans passer à travers le développement de la bombe atomique et de la bombe à hydrogène, de la course aux armements, en partant des premières idées là-dessus. J'en ai pour probablement plus qu'une présentation, donc parce que je l'avais donné en 2 parties à Sherbrooke. Donc, j'avais le choix entre compresser et y aller à un rythme plus agréable. J'ai choisi d'y aller à un rythme plus agréable. Donc, il est possible que ça se sépare en 2 à un moment donné. Bon, voilà. N'hésitez pas à me poser des questions. Pendant la présentation, je vais voir les mains levées. Je serai interrompu par l'animateur et ainsi de suite. Alors, allons-y. La radioactivité, ça a été découvert vers 1896, un an après les rayons X. Donc, ça a été progressif, mais l'œuvre principalement de Becquerel et Pierre-Marie Curie, et en Angleterre de Rutherford, qui a mis sur pied un groupe de recherche important, et ça a eu un impact assez, même important dans la presse populaire à l'époque, à ce point qu'en 1913, H.G. Wells, qui est l'auteur d'Anticipation bien connu, qui a écrit La machine à explorer le temps, L'homme invisible, L'île du docteur Moreau, et ainsi de suite, a écrit un roman publié en 1914 qui s'appelle The World Set Free, qui est dans sa ligne de roman d'anticipation où l'histoire du monde est modifiée par un progrès technique. Donc, c'est comme un ancêtre de la science-fiction, ou c'est de la science-fiction carrément. Et dans ce cas-ci, il s'agit d'une arme atomique. Donc,
On ne parlait pas de nucléaire à l'époque parce que bon, le noyau a été découvert par Rutherford en 1913 à peu près, et 1911 plutôt, j'aurais dire, les expériences de Geiger-Marsden. Et donc, le langage populaire était encore l'atome, n'est-ce pas? Et ça a duré longtemps comme ça. Et dans ce roman, il décrit une arme qu'on peut transporter dans une valise essentiellement et qui pourrait détruire la moitié d'une ville. Et que cette arme serait déployée en 1933. On parle ici de 1913, l'écriture du roman, donc 20 ans plus tard. Et c'est assez intéressant de voir, donc j'ai la citation à la fin ici, j'ai une citation trop longue ici, mais je vais dire Before the last war began, it was a matter of common knowledge that a man could carry about in a handbag an amount of latent energy sufficient to wreck half a city. Wells n'avait pas la notion d'une bombe atomique telle qu'on la connaît, nous. Son idée était plus celle d'une espèce de radioactivité intense, disons, une bombe sale, pourrait-on dire, mais comme une substance imaginaire, j'ai oublié le nom qu'il lui donnait, et qui pourrait émettre de la radioactivité beaucoup plus intensément que les échantillons connus à l'époque et d'une manière qui ne s'épuise pas. C'est un peu contradictoire, bien sûr. Et donc, son arme était une espèce de bombe sale, mais il reste que, bon, il y avait cette idée que ça pourrait un jour avoir des conséquences funestes. Et par contre, tout le monde n'était pas de son avis. Alors, j'aime bien cette citation de Rutherford, qui date de 1933 d'ailleurs, qui est la supposée année où cette arme sale serait inventée, selon H.G. Wells. The energy produced by the atom is a very poor kind of thing. Anyone who expects a source of power from the transformation of these atoms is talking moonshine. C'est assez surprenant de la part de Rutherford, mais effectivement, on peut parfois se tromper. L'expert reconnu mondialement du domaine peut se tromper royalement. Et donc, ça en est une preuve. Plus sérieusement, la première personne qui a eu l'idée d'une réaction en chaîne pouvant mener à une explosion ou à une exploitation de l'énergie atomique, c'est Léo Szilard, et qui a eu cette idée précisément en 1933. Alors, 1933, c'est une bonne année pour la physique, une assez mauvaise année pour la politique, considérant que Hitler est arrivé au pouvoir à la fin janvier 1933. Szilard a imaginé le premier une réaction en chaîne qui implique des neutrons. Alors, dans le contexte, le neutron a été en quelque sorte découvert ou inventé. Disons découvert, c'est difficile de dire exactement ce que c'est tant que ce n'est pas confirmé, mais c'était une théorie qui est arrivée en 1932. C'est Chadwick qui a proposé l'existence de cette particule. Avant ça, on avait une idée un peu curieuse du noyau. On savait que le noyau atomique existait. On pensait que dans le noyau, il y avait un certain nombre de protons qui étaient ensemble avec des électrons qui formaient un ensemble neutre, plus un excédent de protons, bien sûr. Ça n'avait pas de sens du point de vue de la mécanique quantique, mais ça avait un sens du point de vue de la composition, étant donné ce qu'on appelle l'émission bêta, c'est-à-dire que les noyaux, certains noyaux instables émettent des électrons. On pensait que les électrons étaient préexistants. C'était une espèce de vision un peu classique où les particules qui sortent doivent être préexistantes dans le noyau, alors que ce n'est pas le cas. C'était assez radical comme idée de voir des particules nouvelles se créer comme ça à partir d'autres particules complètement différentes. Donc, ce n'était pas accepté. C'est Fermi qui, en fait, a proposé ça en 1934 avec sa théorie de l'émission bêta. Et donc, en 1932, on découvre le neutron et on a une vision beaucoup plus claire de la physique du noyau atomique. Et on a, grosso modo, avec le temps, avec les années, développé ce graphique expérimental, excusez-moi, j'ai cliqué un peu trop vite. Ce graphique expérimental, on donne l'énergie liaison en fonction du nombre de masse A du noyau. Donc, bien sûr, l'énergie liaison, c'est ce défaut de masse ici que je devrais appeler, et qui est donné par la masse des protons libres plus la masse des neutrons libres qui forment le noyau, moins la masse du noyau. Donc, évidemment, c'est l'énergie qu'il faut fournir pour désassembler le noyau. Donc, cette énergie de liaison, on la divise par le nombre de nucléons. Un nucléon, c'est un proton ou un neutron. Et on obtient ce graphique qui montre que les noyaux les plus liés, donc les plus stables, sont autour du fer ici, et qu'on aurait avantage énergétiquement en tant que réaction, soit à fusionner des noyaux plus légers ou à fissionner des noyaux plus lourds. Et on pourrait de cette façon dégager de l'énergie. Donc ça, c'est quelque chose qui était peut-être pas dans son entièreté connue de Szilard à ce moment-là, mais il a eu cette idée alors qu'il traversait un carrefour à Londres. Alors Szilard était jusque-là en Allemagne. Il a quitté l'Allemagne en 1933, cette même année, pour Londres, et ensuite il s'est établi aux États-Unis où il a été
il a joué un rôle important, surtout du point de vue animation et politique, je dirais, dans le développement des armes, comme on verra par la suite. Donc, la découverte qui a tout précipité, bien sûr, c'est la possibilité de la fission nucléaire, telle que l'avait envisagé Szilard, de manière approximative. Donc, des noyaux peuvent se fissionner après avoir absorbé un neutron. Donc, les noyaux qui peuvent faire ça sont qualifiés de fissiles. Ils ne sont pas très nombreux. L'uranium-235, bien sûr, est le plus connu. Alors, je vous rappelle, l'uranium existe principalement en deux isotopes, 238, 235. Ça, c'est le nombre de masses. L'uranium-235, c'est 0,7% de tous les noyaux d'uranium, donc c'est assez rare, mais c'est un noyau fissile. Lorsqu'un neutron lent pénètre le noyau, et bien sûr, le neutron ne fait pas face à une barrière électromagnétique comme une particule positive, parce qu'il est neutre, et donc il peut déstabiliser le noyau qui va ensuite se séparer en deux fragments. Le plutonium-239 aussi, quoique ça a été découvert en 1940, l'élément, lui, était inconnu avant, et l'uranium-233 moins répandu. Il y en a d'autres aussi, mais ce sont les principaux ici. Ces noyaux fissiles, donc, je pense que c'est sur l'uranium, bien sûr, que travaillaient Hahn et Strassmann à Berlin en 1938, et c'est eux qui ont observé le phénomène. Et ils ont observé un phénomène qu'ils n'ont pas expliqué, donc l'explication via fission a été donnée par Lise Meitner et Otto Frisch. Donc, Lise Meitner, elle était en Suède à ce moment-là, mais elle était, si on veut, l'assistante de Otto Hahn pendant très longtemps, et elle a dû fuir l'Allemagne, encore une fois, question d'ethnicité, elle était juive, comme son neveu Otto Frisch aussi. Dans les années 30, j'ai oublié exactement l'année, mais elle était établie en Suède à ce moment-là. Lise Meitner, c'est la deuxième femme au monde à obtenir un PhD en physique. Remarquable. Donc, même avant Marie Curie, qui, elle, l'a obtenu après avoir eu le prix Nobel. Parfois, on a un doctorat après avoir eu un prix Nobel. Alors, je ne veux pas placer la barre trop haute là, pour les étudiants dans la salle, mais ça arrive. Donc, Lise Meitner, Otto Frisch ont expliqué que c'était bien sûr un processus de fission. Curieusement, Meitner publiait dans les années 30, donc pendant la persécution et avant la guerre, dans une revue allemande qui s'appelle Naturwissenschaften, donc les sciences naturelles, c'est ce que ça veut dire. Donc l'éditeur était un certain Arnold Berliner, qui était juif. Et lui continuait d'accepter des manuscrits de la part des scientifiques juifs à l'époque. D'accord? Donc, vous voyez, il y avait une espèce de boycott, même en Allemagne, dont Zeitschrift für Physik probablement n'acceptait plus les manuscrits provenant de scientifiques juifs. Naturwissenschaften continue à le faire. Et ça a généré un boycott, en fait, curieusement. Donc, il y a eu un boycott de Naturwissenschaften à cause de ça. C'est vrai, une époque très bizarre. Et en 1935, le propriétaire, qui n'est autre que Springer Verlag, a congédié Berliner. Vous voyez, donc la prochaine fois que vous sortirez un livre de Springer Verlag, que j'ai publié là-dedans aussi, donc vous aurez une pensée pour ça. Donc, fin de la parenthèse. Donc, ça, c'est une image de l'époque, bien sûr. On voit le neutron qui impacte un noyau d'uranium qui se fissionne. C'est inspiré du modèle de la goutte liquide, qui était un modèle mis au point par Bohr, qui est très, très classique et très imagé. Pourquoi est-ce que la fission se produit-elle? Bon, je n'irai pas dans les détails ici, mais dans la théorie de l'interaction nucléaire, il y a un terme qu'on appelle, il y a une propriété qui est une propriété d'appariement, c'est-à-dire que les protons et les neutrons dans le noyau aiment être par paire. Il y a comme une espèce d'interaction, pourrait-on appeler singulaire, c'est comme des spins dans un antiferroaimant, si vous voulez. Ils aiment bien être par paire, de sorte que s'il y a un nombre pair de neutrons et un nombre pair de protons dans un noyau, l'énergie va être plus basse que s'il y avait un nombre impair de l'un, pair de l'autre, et ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose d'assez connu, qui était connu à la fin des années 30. Et donc, vous prenez l'uranium 233, par exemple, donc il a un nombre impair de neutrons. Donc, ajouter un neutron à ça va en quelque sorte abaisser l'énergie potentielle du noyau, l'énergie conservée, bien sûr, donc ça va augmenter son énergie cinétique, essentiellement. Et cette
augmentation de l'énergie cinétique mène à un état excité qui peut prendre la forme d'un mode collectif où le noyau oscille comme ceci et peut essentiellement se fissionner quand il traverse une certaine barrière de potentiel qui est liée à l'augmentation de sa surface, et ainsi de suite. Donc, il y a aussi une question de tension superficielle là-dedans. Et donc, ça mène à des fragments comme ça. Ce qui a été découvert juste l'année d'après par des Français, justement, donc le groupe de Frédéric Joliot, d'Irène Curie et des collaborateurs, Van Alban et Kowarski à Paris, c'était que cette fission s'accompagne d'émissions de neutrons secondaires. Donc, on a le schéma ici, donc un neutron arrive, donc est absorbé par l'uranium-235, donne des fragments, plus 2 ou 3 neutrons, qui, eux, vont encore frapper dans le même échantillon d'autres noyaux d'uranium-235 et le processus se propage de manière explosive de cette manière. Et donc, c'est ce qu'on appelle la réaction en chaîne, bien sûr. Donc, les fameux collaborateurs de Joliot là-dedans, donc Van Alban est un Autrichien qui s'est joint au groupe de Joliot en 1937 en France. Kowarski est né en Russie, derrière en France en 1934. Joliot, lui, bon, avec Irène Curie, qui était sa femme, ont reçu le prix Nobel en 1935, c'est ça? J'ai peut-être oublié l'année exacte pour la découverte de la radioactivité artificielle. Donc, c'était des grands noms de la physique nucléaire dans les années 30. Et Von Alban et Kowarski, au début de la guerre, sont arrivés, justement, bon, via certaines péripéties, sont arrivés finalement à Montréal. Ils ont fait partie de ce laboratoire dont je vais parler un peu plus tard. Ensuite, bon, Von Alban a quitté à la fin de la guerre le laboratoire canadien, donc il est allé à Oxford et ensuite à Saclay à partir de 1955, donc il est retourné en France finalement. Kowarski est retourné en France directement après son séjour à Montréal. Joliot, après, a eu un rôle assez important dont on va peut-être reparler, mais il a aussi fondé la faculté des sciences de l'Université d'Orsay, donc encore une fois une filiation que l'on connaît. Donc, cette découverte arrive en 1939. Les choses se précipitent politiquement aussi, bien sûr. La montée de l'Allemagne nazie, l'annexation de l'Autriche en 1938, de la Tchécoslovaquie en 1939, la guerre qui se déclare le 1er septembre 1939. Tout ça arrive en même temps. Donc, c'est une période assez riche, malheureusement, en événements tragiques, mais qui a toutes ses conséquences dans l'histoire que je raconte maintenant. La fission produit... Alors ça, c'est simplement pour information, ce n'est pas très important pour nous, mais la fission va produire des fragments asymétriques. J'ai mis ça pour référence. Donc, par exemple, donc vous avez ici le nombre de masses, c'est la distribution du nombre de masses. Ce n'est pas toujours les mêmes fragments qui sont produits, mais c'est asymétrique. Il y a des fragments légers et des fragments lourds. Et ça dépend de la matière fissile, donc que ce soit l'uranium-233 ou 235 en rouge, ou le plutonium-239, ou un mélange, ainsi de suite. Alors, les Allemands ont été les découvreurs de la fission et rapidement, du moins dans les cercles scientifiques, se sont intéressés à ce phénomène en se disant il y a peut-être quelque chose qui peut nous servir là-dedans, soit à extraire de l'énergie ou même à fabriquer une arme. C'était connu assez tôt. Ils ont formé un projet, donc Das Uran-Projekt, donc le projet uranium, à la tête desquels ils ont mis un scientifique un peu moins connu maintenant, Kurt Diebner, qui était quand même quelqu'un qui avait sans doute des qualités administratives supérieures, mais là-dedans, il y avait Werner Heisenberg, donc pas n'importe qui, Otto Hahn, bien sûr, Walter Bothe, pour ceux qui ne connaissent pas Bothe, il a eu le prix Nobel en même temps que Max Born, mais pour une raison différente. Il a eu le prix Nobel pour l'invention de la méthode de coïncidence, donc technique expérimentale où on peut découvrir, ou enfin détecter des particules multiples en même temps et qui permettent justement de discriminer entre une désintégration aléatoire, une désintégration réelle reliée à un processus qu'on veut étudier. Donc, Carl Friedrich von Weizsäcker, jeune physicien nucléaire qui était connecté politiquement. Son père était un diplomate, je pense, ou un secrétaire d'État, un truc comme ça. Donc, il y avait un lien avec le pouvoir de l'époque. Stern Gerlach. Stern, bien sûr, était juif, donc ne faisait pas partie de cette équipe-là, il était parti depuis un certain temps. Voilà, donc l'équipe allemande faisait peur à bien des scientifiques de l'Allemagne qui était sorti, qui s'était réfugié en Angleterre ou au Royaume-Uni. Ils savaient très bien qu'il y avait assez de compétences en Allemagne pour développer une arme nucléaire.
Mais en réalité, ça n'a vraiment pas marché. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas réussi à construire un réacteur. Donc, l'étape préliminaire avant de travailler sur une arme atomique, c'est de construire un réacteur expérimental qui pourrait montrer que la réaction en chaîne peut être entretenue. Et ça n'a vraiment pas marché. Ils ne se sont même pas rendus à cette étape-là. En fait, en 1942, c'était assez clair que du point de vue du gouvernement allemand, ça n'allait pas assez vite. Et donc, ils ont pris tout ce programme-là et ils l'ont balancé dans le secteur civil. C'est-à-dire que c'était militaire au début. Ils ont dit, ça retourne au civil, ça ne nous servira à rien. Pas assez vite. Et a posteriori, ce n'est pas très surprenant étant donné l'immense infrastructure industrielle que ça a nécessité aux États-Unis pour aboutir et les pressions énormes sur l'économie allemande que la guerre elle-même exerçait. C'était assez difficile d'imaginer qu'ils auraient pu réussir, mais a posteriori, tout est plus clair, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, ils ont été, la plupart de ces gens-là, une grande partie ont été, comme, non pas emprisonnés, oui, mais enfin confinés à résidence après la guerre en Angleterre, ce qu'on appelle le Farm Hall, où on a écouté secrètement leurs conversations et c'était clair, d'après les bribes d'informations qu'on leur donnait afin d'alimenter leur conversation, qu'ils n'avaient vraiment pas d'idée comment faire la chose. Bon, c'est ce qui est ressorti après. Bon, je n'irai pas dans les détails, il y a des aspects là-dedans qui sont assez intéressants. Ils ont essayé de recruter Niels Bohr, par exemple, et ainsi de suite. Ça fait une histoire différente. Côté, dirais-je, américain, 1939, on a ici une reproduction, c'est écrit trop petit pour que vous puissiez lire là-dedans, c'est pas très bon comme résolution, je vais vous expliquer simplement. C'est une lettre célèbre que Einstein a envoyée au président Roosevelt le 2 août 1939, donc c'est avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, dans laquelle il dit, d'accord, il y a ce développement scientifique, il y a des gens qui travaillent là-dessus en Europe, il y a les Allemands, il y a Joliot en France, etc. C'est un sujet important. Ça pourrait être important pour les États-Unis de s'y intéresser, c'est-à-dire d'avoir un contact avec un groupe de scientifiques spécialisés pour qu'on puisse, premièrement, informer le gouvernement des développements, deuxièmement, peut-être accélérer par des subventions, un soutien financier, les expériences en cours, etc., etc. Et dernier paragraphe ici, je vais le lire en anglais. Donc, I understand that Germany has actually stopped the sale of uranium from the Czechoslovakian mines, which she has taken over. Donc, en 1900, contexte historique, l'Allemagne a envahi la Tchécoslovaquie vers mars 1939. Donc, ils avaient... Et c'est là qu'était la mine d'uranium, essentiellement, la source principale d'uranium en Europe. Et donc, arrêter les ventes d'uranium. Donc, that she should have taken such an early action might perhaps be understood on the ground that the son of the German Under-Secretary of State, Christoph von Weizsäcker, is attached to the Kaiser Wilhelm Institute in Berlin, where some of the American work on uranium is now being repeated. Autrement dit, on savait qu'il y avait une compétition, une course déjà commencée. Donc, c'est l'idée de la course à l'armement était premièrement une course à l'armement entre l'Allemagne et les États-Unis et le Royaume-Uni, avant d'être une course avec la Russie, je devrais dire. Excuse-moi, David. Oui. Donc, on a une question de Nicolas Kowalski. Oui. Si tu veux poser ta question, Nicolas. Oui. J'avais une question. Tu disais qu'ils avaient arrêté de vendre de l'uranium à partir des mines tchécoslovaques, mais ils faisaient quoi avec l'uranium avant? Qu'est-ce qu'on faisait avec l'uranium avant? C'est une bonne question. J'en ai aucune idée. J'en ai absolument aucune idée. C'est sûr que souvent, dans les mines, alors je dis ça comme ça, mais il y a tout un mélange d'éléments, n'est-ce pas? Et qu'il y a peut-être un élément utile là-dedans et que les autres sont comme des curiosités qui sont exploitées à des fins scientifiques, mais je ne sais pas ce qu'on faisait avec l'uranium avant. C'est sûr que l'uranium est une substance faiblement radioactive, mais bien sûr, Marie Curie se servait de l'uranium pour extraire le radium. Donc j'imagine qu'à partir... Qu'est-ce qu'on en faisait avant les Curie, par exemple? Donc ça, je ne sais pas. À partir de la découverte de la radioactivité donc vers 1896, c'est sûr que ces celles-là, les sels d'uranium, enfin, l'uranium a été utilisé par raffinement, pour produire du radium, par exemple, ou les éléments de la chaîne radioactive. Rien à voir avec l'uranium-233, c'est juste la chaîne qui émane de l'uranium-238. Donc oui, on connaissait le radium et d'autres substances radioactives à l'époque, et on en avait fait même un commerce. Et donc, oui, dans les années 30, ça servait à ça, j'imagine principalement. À quoi ça servait avant
que Marie Curie s'y intéresse, je ne sais pas. Ça va? Merci beaucoup. OK. Donc, étape importante pour, disons, aller vers une arme nucléaire, c'est qu'il faut construire une pile, un réacteur nucléaire. Bon, alors, le premier ou la première pile nucléaire à fonctionner vraiment a été mise au point sous la direction d'Enrico Fermi, qui, alors bien sûr, Fermi faisait partie de cette grande équipe italienne. C'était le leader de cette équipe italienne qui comportait plusieurs physiciens nucléaires, dont on va rencontrer quelques-uns plus tard, mais Fermi avait quitté l'Italie en 1938. Il a reçu le prix Nobel, il est allé à Stockholm avec son épouse, Laura. Laura était juive. Bon, il n'y avait pas de persécution des Juifs en Italie à l'époque, mais quelqu'un avec un peu de prescience peut voir ce qui se passe et ce qui va peut-être arriver. Et donc, il est parti de Suède et il est allé, il n'est pas retourné en Italie. Non. Il a abouti à l'Université de Chicago et il a construit à ce moment-là, avec une équipe, en 1942, la première pile. J'ai mis une photo de Fermi, alors vous aimez cette photo très connue, surtout à cause de la formule qui est là. Est-ce qu'on peut me dire, quelqu'un ici peut me dire quelque chose sur cette formule? Je ne serai pas comme prof en classe, mais elle est fausse, bien sûr, parce que c'est E carré sur H bar C, la constante de structure fine, et non pas H bar carré sur EC, mais en fait c'est comique. J'ai jamais su si c'était une blague que Fermi faisait pour tromper ses étudiants ou s'il était simplement distrait, comme je le suis souvent. Enfin, bref, s'il était distrait, alors tant mieux, ça nous montre qu'il j'ai un point commun avec lui. Et cette fameuse pile a été assemblée, curieusement, sous les gradins du en fait, c'est un stade multifonction. Je pense que c'était à ce moment-là plutôt un stade de squash, un truc comme ça, à l'Université de Chicago. Donc, imaginez, impensable aujourd'hui, on s'est dit, on va faire une pile nucléaire, on a besoin d'espace, on va la faire en dessous des gradins du stade, dans une université au centre-ville de Chicago. Donc, sécurité approximative, disons. Mais il se trouve que cette fameuse pile a été la première qui a réalisé une réaction en chaîne contrôlée, mais que sa puissance n'a jamais excédé 1 demi-watt. Donc, danger limité aussi, bien sûr. Ça a quand même pris 45 000 blocs de graphite ultra pur, donc à peu près 330 tonnes de graphite pour la faire. Alors, pourquoi du graphite? Ce qu'il faut comprendre, bien sûr, c'est que pour entretenir une réaction en chaîne, avec de l'uranium naturel qui présente uniquement 0,7% d'uranium-233, il faut pouvoir maintenir cette réaction en chaîne et augmenter donc la section efficace, donc la probabilité d'interaction des neutrons secondaires avec les noyaux d'uranium-235 qui ne sont pas très denses, c'est-à-dire qui ne sont pas répartis de manière très dense puisque c'est 0,7%. Alors il faut les ralentir. La section efficace des neutrons pour la fission induite augmente comme l'inverse de la vitesse. Donc, quand la vitesse est plus petite, cette section augmente. Donc, on maximise nos chances de propager cette réaction, si les neutrons sont lents, ils sont ralentis. Et pour ça, il faut les faire passer à travers un modérateur, donc une substance comme le carbone, par exemple, qui va avoir des collisions élastiques. Les neutrons vont collisionner élastiquement avec les noyaux de carbone, et vu que les noyaux de carbone ne sont pas si lourds que ça, 12 fois la masse du neutron à peu près, ils vont céder, ils vont absorber un peu d'énergie de la part du neutron, et donc ralentir les neutrons progressivement, sans les absorber. Alors, une bonne substance comme ça s'appelle un modérateur, il n'y en a pas des masses. L'eau, c'est bon, mais moins bon que le carbone. Le deutérium, l'eau lourde, c'est moins de probabilité d'absorber un neutron. Il ne faut pas les absorber non plus, il faut simplement les ralentir. Et le carbone 12 est parfait pour ça. Et donc, la façon de faire la pile, c'est d'insérer des tiges d'uranium naturel dans une géométrie basée sur le carbone pur, donc du graphite dans ce cas-là. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ce graphite. Et qu'il doit être pur, parce que s'il contient trop d'impuretés qui peuvent absorber le neutron, on n'est pas plus avancé. Donc, première étape, et ça c'est en décembre 1942. Donc là, on se trouve à peu près au moment où le projet Manhattan commence à prendre forme. Et ce fameux projet Manhattan, j'en ai une carte ici, il a occupé 130 000 personnes entre 1943 et 1945, dans des laboratoires dont les principaux, alors il y en a plusieurs ici, mais les principaux étaient bien sûr à Los Alamos,
dont l'objectif central était la fabrication de l'arme atomique elle-même, donc un laboratoire secret construit de toutes pièces sur un plateau au Nouveau-Mexique. Et puis, il y avait deux autres grands laboratoires dont le rôle était de produire la matière fissile nécessaire. Donc, Oak Ridge était dans le Tennessee, encore une fois, un endroit désert à l'époque. Et l'objectif principal à Oak Ridge, c'était de produire de l'uranium ou de séparer isotopiquement l'uranium, donc de produire l'uranium 235 à partir de l'uranium l'uranium naturel, disons. Et une deuxième filière a été établie à Richland, dans l'État de Washington, où une pile a été construite pour produire du plutonium. Je vais arriver, je vais écrire un peu de quoi je parle quand je parle de plutonium ici. Mais il y avait des tas de laboratoires secondaires, appelons-les comme ça, dont ici c'était inscrit Chalk River. Mais Chalk River a été fondé uniquement un peu sur le tard, et initialement c'était à Montréal, d'accord, que ça a commencé. Et donc ça fait partie du projet Manhattan, mais il faut comprendre qu'avant le projet Manhattan, il y avait deux projets. Il y avait un projet américain qui commençait à prendre forme et un projet britannique. Donc, beaucoup des scientifiques européens qui ont fui l'Allemagne s'étaient réfugiés, fui la France aussi, s'étaient réfugiés au Royaume-Uni. Et donc, les Britanniques avaient leur propre projet qu'ils surnommaient Tube Alloys, un nom de code qui veut tout dire sauf radioactivité. Et ils avaient recueilli plusieurs personnes qui se sont installées en 1942 à Montréal. Initialement dans une maison qui appartenait à l'Université McGill. Et ensuite, assez tôt, donc à partir de 1943, sur le campus de l'Université de Montréal. Donc, j'ai mis une photo ici du Roger Gaudry, qui doit être à peu près neuf, là, parce que si on regarde tout son environnement, c'est très différent d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Et donc, cet édifice, vous connaissez plus que moi, donc ça a été construit à peu près dans les années 30. Il y a eu une certaine interruption, je pense peut-être, et ça a été finalisé pendant la guerre. Et donc, ils ont trouvé une maison là, quelque part. Alors, qui étaient ces gens? Justement, il y a Wallace ici, dont Alain Caillé a parlé tout à l'heure. Je n'ai pas les photos nécessairement d'époque, malheureusement, il était plus jeune à l'époque. Excusez-moi, j'ai raté mon punch. Et il y avait Carson Mark, qui est un Canadien, qui joue un rôle important après. Il est devenu, en quelque sorte, une espèce de scientifique ingénieur en chef à Los Alamos. C'est lui qui a perfectionné les bombes de l'après-guerre. Donc, c'est une figure très importante. Il est devenu citoyen américain. C'est un mathématicien de formation, je crois. Il y avait Bruno Pontecorvo. C'était un des collaborateurs de Fermi à Rome. Comme plusieurs des membres de cette équipe, il a émigré. Donc, un autre membre connu, c'est Franco Rasetti, qui est arrivé aussi au Canada à l'époque, au Québec et même à Québec. Et Franco Rasetti, c'est le fondateur du département de physique de l'Université Laval, justement pendant la guerre. Pontecorvo, lui, était allé premièrement de Rome à Paris, ensuite à New York. C'est une aventure rocambolesque, c'est presque un roman d'espionnage, c'en est un en fait. Montréal en 1943. Et après, alors qu'est-ce qui s'est passé avec ce fameux laboratoire? Ils ont travaillé, c'est un laboratoire britannique fondamentalement. Et leur but était de faire une pile. Et un peu comme à Chicago, c'était un peu bizarre d'essayer de faire une pile nucléaire fonctionnelle en plein milieu d'une ville, comme Montréal. Alors, bien sûr, ils ont déplacé ce laboratoire à Chalk River. Ils ont fondé le laboratoire de Chalk River en septembre 1945. Ça a pris un certain temps avant qu'ils fassent ça. Et donc, le laboratoire a eu une existence éphémère à Montréal. L'autre chose qui s'est passée, c'est que en 1943, il y a eu la fameuse conférence de Québec où Churchill et Roosevelt se sont mis d'accord sur plein de choses, dont la collaboration sur ce projet-là. Donc, le projet britannique Tube Alloys a été fusionné au projet Manhattan. Et à ce moment-là, les noms britanniques, et parce que là, j'ai oublié il y a des photos que je n'ai pas mises qui sont importantes. Donc, sur j'aurais dû mettre aussi, mais j'ai mis les photos plus tôt, Von Alban et Kowarski. N'est-ce pas? J'ai mentionné qu'ils s'étaient aussi installés à Montréal pendant la guerre. Ils faisaient partie du labo. Ce n'étaient pas des sujets britanniques, c'était des Français d'adoption en plus. Bref, après
pour des raisons de sécurité, après que ça a été fusionné au projet Manhattan, les non-britanniques ont été expulsés du projet. Ça n'a pas empêché Pontecorvo de se joindre à, où est-il allé, aux recherches britanniques, donc au Harwell, je pense, après la guerre. Donc, il est resté au Royaume-Uni jusqu'en 1950, et là, il a fait défection pour l'URSS. Pontecorvo était un espion, en réalité. Ben, enfin, c'est un physicien avant tout, mais le consensus, c'est qu'il a transmis des secrets aux Russes, comme Klaus Fuchs aussi. D'ailleurs, c'est un de ses collègues, il se parlait souvent. Donc voilà, il y avait un espion, il y avait un espion russe au laboratoire de Montréal, mais ça ne surprendra personne. À l'époque, les sympathies communistes étaient très, très répandues. Et a posteriori, bon, ce n'est pas aussi clair qu'aujourd'hui que le régime soviétique était abominable. Donc, ce laboratoire a joué un rôle important initialement, et c'est ça qui a permis plus tard à Chalk River de développer cette première pile, ce premier réacteur qui est resté en fonction longtemps et qui était le plus puissant réacteur non militaire dans le monde à ce moment-là, si ma mémoire est bonne. Le groupe était dirigé par Plaschek, Georges Plaschek, qui est tchèque. Et donc, je vais ici, sa contribution célèbre, bien sûr, c'est en physique nucléaire, mais la citation qui est ici est encore plus connue. I am an experimenter, or rather I used to be one. Then I stopped working, and since then people think I'm a theoretician. Donc ça c'est amusant, je la trouve moins amusante parce que je suis un théoricien, mais quand même, je ne peux pas m'empêcher de la citer. Donc, qu'est-ce qu'on faisait dans les différentes sections ou les différents laboratoires principaux du projet Manhattan? La séparation isotopique était faite, comme je l'ai dit, à Oak Ridge, au Tennessee. Vous avez ici une photo à gauche de l'usine d'Oak Ridge, une photo récente, mais cette usine a été démantelée il y a à peu près 7 ans, je pense. Un immense bâtiment qui avait 1 mille de long, donc 1,5 km au moins, et qui essentiellement séparait les isotopes par une technique que j'appelle génération 2, diffusion gazeuse. Alors, l'idée était de, si on a deux isotopes d'uranium, des masses légèrement différentes, en pourcentage pas très différentes, on en fait un gaz avec du fluor, donc c'est UF6. Ce gaz, avec l'uranium 235, va être plus léger, il va se diffuser plus rapidement. Donc le taux de diffusion va comme 1 sur la racine carrée de la masse. Et on faisait passer les gaz à travers des canaux extrêmement petits pour que ce soit un régime de diffusion, donc un régime balistique, je devrais dire. Donc ce qu'on appelle le taux de diffusion, j'ai dit diffusion, on devrait dire le taux de diffusion. Et à travers des petites ouvertures, donc les molécules plus légères vont passer plus rapidement. Et c'est ainsi qu'on pouvait enrichir de l'autre côté de ces membranes le contenu en uranium 235. Donc une technique qui est bien sûr assez simple, sauf qu'il faut être patient parce qu'il faut passer et repasser le gaz plusieurs fois à travers ces fameuses membranes pour augmenter lentement le pourcentage d'uranium 235. Avant ça, il y avait la génération 1 qui est le spectromètre de masse. Tout le monde sait ce que c'est qu'un spectromètre de masse. Et bien sûr, avec un spectromètre de masse, on peut séparer les isotopes, un atome à la fois, hein, donc c'est assez long. Et ils ont construit un immense spectromètre de masse qu'on appelait le Calutron à Oak Ridge, qui, pendant la période de plus qu'un an ou un an et quelques, a produit une quantité minime, j'ai oublié, mais une quantité tout à fait négligeable d'uranium 235. C'était vraiment pas la chose à faire. Maintenant, donc, cette diffusion gazeuse est remplacée par des centrifugeuses. Encore une fois, c'est inertiel, c'est la masse qui permet de séparer les deux isotopes. Donc, on a à droite une photo d'un réseau de centrifugeuses pour la séparation isotopique. Je dis maintenant, ça c'est ce qui est courant, c'est ce qu'on reproche à des pays comme l'Iran, par exemple, qui veulent développer l'énergie nucléaire ou des armes nucléaires, selon les interprétations, d'avoir bien sûr un réseau de centrifugeuses trop important, entre guillemets. La quatrième génération, c'est la séparation par laser. Donc ça, c'est plus intéressant, je ne donne pas les détails, mais il est clair que la difficulté ici, c'est qu'on a la même chimie, n'est-ce pas, entre les deux isotopes. Mais les niveaux d'énergie d'un isotope ne sont pas exactement les mêmes parce que la masse réduite n'est pas la même. Donc, la masse réduite des électrons autour du noyau n'est pas la même parce que la masse du noyau n'est pas exactement la même. Donc, il y a de légères différences.
on peut en tirer profit par un laser qui peut exciter de manière différentielle vers un état excité, c'est-à-dire les deux isotopes, et mener à une séparation de cette manière. Je ne donne pas les détails, je ne les connais pas non plus. L'autre filière, c'est la filière du plutonium, c'est-à-dire au lieu d'utiliser l'uranium 235 comme matière fissile, on utilise du plutonium 239. Alors, d'où vient le plutonium, justement? Donc, j'ai les réactions en bas à droite ici. L'uranium 238, qui est la majeure partie de l'uranium naturel, lorsqu'on le bombarde avec des neutrons, va principalement suivre ce chemin. Ça dépend de l'énergie des neutrons, encore une fois, mais pour les neutrons que l'on produit lors d'une réaction en chaîne, donc des neutrons qui ont une énergie plus petite à peu près que 1 mégaélectronvolt d'énergie cinétique, on a ce qu'on appelle une capture radiative. Donc le neutron est absorbé par l'uranium, qui devient l'uranium 239 et qui émet un rayon gamma en se désexcitant. Cet isotope d'uranium 239 est instable avec une vie moyenne de 34 minutes. Il va devenir du neptunium 239, donc un nouvel élément, un élément transuranien avec émission bêta. Donc on a un électron et un antineutrino qui sortent de l'autre côté. Et ce même isotope, donc ce même neptunium aussi, avec une vie moyenne de 81 jours, ou c'est peut-être la demi-vie, j'ai oublié laquelle, donne du plutonium 239, donc nouvel élément, élément 94. Le plutonium, lui, a une vie moyenne très longue. Okay. Là, c'est des dizaines de milliers d'années, j'ai oublié exactement, mais surtout, donc, c'est une matière fissile. Fissile, donc il peut se substituer à l'uranium 235 dans une arme. Fissile, mais son principal avantage, bien sûr, c'est que c'est un élément différent. Donc, la chimie du plutonium n'est pas la même que la chimie de l'uranium. Donc, si on a une barre de combustible, entre guillemets, usagée, dans laquelle il y a un certain pourcentage de plutonium, on peut en extraire le plutonium chimiquement. Voilà. Donc, on a besoin pour ça d'un réacteur à l'uranium naturel, donc graphite et eau lourde ou graphite, qu'importe. La seule façon de faire un réacteur à l'uranium naturel, c'est d'avoir un modérateur comme le graphite ou l'eau lourde. Il y a eu une guerre de l'eau lourde à cause de ça. C'est une autre histoire, encore une fois, on pourrait en parler longtemps, mais à Hanford, c'était un uranium, une pile au graphite qu'on a fait. Et on peut donc produire du plutonium en abondance. Bien sûr, il faut extraire les barres de combustible usagées. C'est radioactif, c'est dangereux. Il a fallu, dans cette usine de séparation Hanford, qu'on prenne des précautions, qu'on ait des robots, façon de parler, des machines qui font une bonne partie du travail. Et là, on est en 1942 ou 43, on n'est pas en 1999. Je veux dire, c'est pas, c'est pré-informatique, ce truc-là, non? Tout est mécanique. Mais c'est de cette manière qu'on pouvait produire une matière fissile abondante par rapport à la séparation isotopique. Les scientifiques du projet Manhattan, j'ai une brochette ici. J'ai mis ça, c'est pas exclusif, hein, c'est simplement parce que c'est les plus connus du point de vue de la physique, certainement. Oppenheimer était le directeur de ce projet. Hans Bethe, qui était à Cornell à ce moment-là, Enrico Fermi, qui était à Chicago, Feynman, qui était tout jeune, il était en train de faire son doctorat, je pense, à Princeton. Robert Wilson, qui était à Cornell aussi, Rabi, je crois qu'il était à Columbia, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Peierls, qui était en Angleterre, donc qui était à Oxford. Weisskopf, qui était au MIT. Teller, j'ai oublié où était Teller, on va en reparler. Et Emilio Segre, qui était plus à Berkeley, je pense. Donc, Segre était un des membres de l'équipe de Fermi. Donc, il y avait une équipe assez cosmopolite, bien sûr, hein? Europe centrale, etc. Quelques Américains tout de même. Cette équipe a finalement réussi, et à l'aide de beaucoup de chimistes, d'ingénieurs et d'autres spécialités, il faut le souligner, à mettre au point ces fameuses armes en 1945. Alors, je vais décrire ici le schéma de ces deux types d'armes. Il me reste que 5 minutes à peu près, donc je vais m'arrêter après ça, après avoir démontré ou enfin expliqué l'idée générale derrière ces armes atomiques. Je continuerai une autre fois sur la course aux armements, les tests, et ainsi de suite. Donc, ils ont développé deux filières, comme on l'a dit, uranium 235 et plutonium. Le premier dispositif qu'on appelle Little Boy, c'est la bombe d'Hiroshima, relativement simple, à ce point simple qu'ils n'ont pas senti le besoin de la tester.
avant Hiroshima, c'est-à-dire. Donc, on a ici en rouge une masse d'uranium-235, ici aussi. Donc, deux masses qui sont séparées, une en forme de cylindre, l'autre en forme de réceptacle cylindrique creux. On a un explosif, et donc quand la bombe est déclenchée par le dispositif électronique ici, détonateur et tout, donc la charge explosive projette comme un canon, et c'est un canon, tout ce qui est en gris ici, c'est de l'acier très fort. Ce canon projette le projectile d'uranium-235 au cœur de l'autre moitié de la masse critique, et c'est là que la réaction va être initiée. Bien sûr, c'est une réaction en chaîne qui a besoin d'un neutron initial. On a besoin d'initier la réaction avec un premier quelques neutrons. Les quelques neutrons sont générés à partir de l'initiateur. L'initiateur de neutrons, c'est un mélange de polonium, qui est une source alpha, donc l'une des premières substances que Marie Curie a découvertes, justement. Polonium est une source alpha, et de beryllium, qui, lorsqu'il est frappé par les particules alpha, va émettre un neutron. Donc, il y a un mélange savant de polonium et de beryllium. Il ne faut pas les mettre trop ensemble initialement, parce que sinon, ça pourrait, comment dire, peut-être épuiser le beryllium. Ce qui est fait, c'est qu'ils sont répartis en couches comme un oignon, et lorsque le projectile ici arrive sur le fameux initiateur, ben, ça mélange le tout. Les premiers neutrons sont émis et la réaction en chaîne commence, bien sûr. Voilà, le reste, c'est un vulgaire canon dans une bombe. Alors que l'autre type, pardon, je vais à l'envers, là. Ah, à l'endroit. C'est la bombe au plutonium. Alors, pour des raisons que je ne développerai pas, on ne pouvait pas utiliser le même principe. Donc, il y a une question de section efficace ici entre les deux matières fissiles. Et donc, pour obtenir une masse critique de plutonium, on avait recours à une implosion, parce que ce n'est pas vraiment une masse critique. Il faut comprendre que ce qu'on appelle une masse critique, c'est une géométrie critique avec une masse. C'est un peu plus compliqué qu'une simple masse. Donc, l'idée était de prendre un cœur sphérique de plutonium et d'agir avec ce cœur avec des explosifs tout autour qui forment une espèce de configuration en ballon de soccer, si on veut, qui vont provoquer une implosion, qui va contracter une masse métallique déjà dense d'un facteur 2 à peu près, temporairement, et qui va permettre à la réaction en chaîne de s'initier et de se produire avec un initiateur de neutrons au centre ici, tout à fait. Donc, quand on dit qu'on arme une bombe nucléaire à l'époque, ça veut dire qu'on dépose dans cette bombe classique, pleine d'explosifs classiques, on dépose le cœur en plutonium et on dépose au cœur du cœur en plutonium l'initiateur de neutrons. Et après cela, ben, c'est une question de contrôler la mise à feu et ainsi de suite. Donc, c'est cette arme qui a été testée parce qu'on maîtrisait mal l'implosion, les techniques explosives à l'époque, donc il fallait tester ça absolument, qui a été testée en juillet 1945 dans le désert du Nouveau-Mexique et qui a donné cette explosion de 21 kilotonnes. On voit ici l'échelle, donc l'échelle de 100 mètres ici. On voit l'échelle de la boule de feu par rapport à la tour Eiffel. 21 kilotonnes, bien sûr, on parle de tonnes équivalentes en TNT, qui était l'explosif standard de l'époque, explosif chimique. Donc, grosso modo, l'échelle d'énergie des niveaux d'énergie nucléaire par rapport à la chimie, c'est à peu près 1 million. Donc, pour une masse égale, on peut s'attendre à avoir un facteur 1 million entre l'énergie dégagée par une réaction chimique et l'énergie dégagée par une réaction nucléaire. Voilà. Cette arme, la première, a été utilisée à Hiroshima. Alors, je vais terminer avec ces tristes images. 15 kilotonnes pour Little Boy, donc la bombe à l'uranium. 6 août 1945. 75 000, 166 000 morts, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop parce que, bien sûr, il y a eu plein de morts sur le coup. On ne pouvait pas les compter. Et il y avait plein de réfugiés dans les villes japonaises, donc on n'était pas tellement sûr de la population exacte de ces villes à l'époque de l'explosion. On n'a pas beaucoup de photos de cette explosion d'Hiroshima. Celle-ci, par exemple, la plupart des photos qu'on montre d'Hiroshima, ce n'est pas vraiment les photos de la bombe d'Hiroshima, mais celle de Nagasaki, curieusement. J'ai la citation de Stimson ici, qui était le secrétaire à la guerre. On disait secrétaire à la guerre à l'époque. On était franc. On ne disait pas secrétaire à la défense. The atomic bomb was more than a weapon of terrible destruction. It was a psychological weapon. Ça résume un peu. D'accord. L'impact psychologique
de la bombe d'Hiroshima était supérieur à son impact réel, puisqu'on avait tué beaucoup plus de Japonais avec des bombardements classiques qu'avec la bombe atomique. Il a fallu beaucoup de temps avant, quelques jours avant que les Japonais se rendent compte de la gravité de la situation, tellement la destruction était complète, et tellement qu'ils n'ont pas réagi avant que les Américains, 3 jours plus tard, lancent une deuxième bombe, celle qui était basée sur Fat Man, donc la bombe au plutonium, qui a fait moins de morts, moins de destruction, même si elle était plus puissante, simplement parce que la géométrie, ou la géographie, je devrais dire, de Nagasaki, n'est pas la même. Il y a des montagnes, il y a des trucs qui bloquent l'onde de choc, et ainsi de suite. Donc, voilà. C'était la fin tragique de la Deuxième Guerre mondiale, essentiellement. Et après ça, je vais me permettre un dernier truc. Eh bien, il y a eu la question morale, la question du regret ou la question de la responsabilité des physiciens là-dedans. Et Oppenheimer a bien traduit ça dans une citation célèbre quand il a cité la Bhagavad Gita en disant « I am become death, the destroyer of worlds ». Autrement dit, je suis devenu la mort et le destructeur du monde, en parlant de Vishnu, bien sûr, dans les citations, mais j'imagine en laissant entrevoir sa propre conscience là-dedans en tant que directeur du projet. Oppenheimer était un sympathisant, on pourrait dire sympathisant, de gauche. Était-il communiste? Bon, il avait des sympathies communistes, oui, c'est les années 30. Il a été professeur de physique à Berkeley, il est connu pour plein de trucs, en thermodynamique aussi, ou en astrophysique, ainsi de suite. Astrophysique, je parle de l'équation d'Oppenheimer-Volkoff et tout, l'écrasement des étoiles, ainsi de suite. Il a été directeur scientifique du projet Manhattan. C'était un homme extrêmement cultivé qui avait étudié en Allemagne, qui avait, c'est quelqu'un de très éclectique aussi. Et il a été directeur de l'Institute of Advanced Studies à Princeton. Et l'épisode le plus célèbre, peut-être, de sa carrière, c'est un audit de sécurité en 1954. Donc là, on tombe dans l'avenir, dans la guerre froide, où il est déclaré risque pour la sécurité nationale et on lui enlève sa passe de sécurité. Et ça a été un point tournant dans les tensions qui ont existé par la suite entre les scientifiques qui n'ont pas regretté peut-être, mais voulaient absolument contrôler ou arrêter le développement des armes nucléaires et ceux qui, au contraire, voulaient le pousser plus en avant par crainte des Russes, en fait. Donc, je vais m'arrêter ici et je vais donc laisser la porte ouverte aux questions et je vais aussi promettre pour une deuxième partie une exploration. Donc, j'aurai à ce moment-là plus d'images, des images d'archives sur des tests d'armes nucléaires, sur le développement de la bombe H, sur les initiatives de désarmement et les coûts et les ressources associées au développement des bombes atomiques et ce qu'il en reste aujourd'hui. Donc, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, David, pour la fascinante présentation. On a bien hâte de voir la suite. On va y aller pour les questions. J'ai tout d'abord Sylvain Simard aussi qui a posé sa question dans le chat, mais je l'invite à ouvrir son micro et poser sa question lui-même, peut-être. Oui, bonjour. Si j'ai bien compris, il faut ralentir les neutrons pour obtenir la fission des noyaux lourds. Alors, j'étais curieux de savoir quand est-ce et comment les scientifiques se sont aperçus qu'il fallait ralentir les neutrons. Ah, oui. C'est une étape importante dans cette découverte de séquence. Oui, exactement. Bonne question. Oui, je me souviens avoir lu là-dessus, mais je ne me souviens pas trop de la réponse. C'est clair que lorsqu'on... je pense qu'on a observé une augmentation de la fission de manière marquée en mettant différents écrans devant la cible, et donc en mettant un écran qui contenait plus de carbone, par exemple. On s'est aperçu que ça ralentissait et que ça augmentait le taux de fission, mais il faudrait que je vérifie. Donc, bien sûr, ça s'est produit dans ces années-là, mais là, c'est un détail que je me souviens avoir déjà lu, mais je ne me souviens plus de la réponse. Je suis désolé. Il me semble que c'est Fermi qui avait mis de la paraffine, entre autres, en avant de... La paraffine, probablement, parce que la paraffine a été utilisée dès le départ quand les neutrons ont été découverts. Parce que l'idée, dans la découverte du neutron, on s'est rendu compte qu'une radioactivité
qu'il y avait je pense que c'était des protons à ce moment-là qui étaient incidents sur certains matériaux, la paraffine, c'est ça qui produit les neutrons. Donc c'est peut-être probablement pour augmenter le nombre de neutrons que c'est dit si on mettait de la paraffine, ça augmenterait le nombre de neutrons, mais c'est peut-être pour la bonne raison, c'est-à-dire. Mais souvent, avec la mauvaise raison, on obtient une bonne réponse. Oui, je pense que c'est Fermi. Tu as raison, André-Marie. Je pense que c'est Fermi qui a mis la paraffine. Mais je pense qu'il a peut-être découvert l'effet modérateur par accident. Ensuite, on a Michel qui a une question. Oui, merci beaucoup, David, pour cette très belle présentation. C'est excitant de savoir tout ça, cette histoire-là. J'avais cru comprendre aussi que les Américains n'avaient pas tellement beaucoup d'éléments de fission lorsqu'ils ont produit leur bombe-là. Et finalement, après la Deuxième Guerre, peut-être qu'il y avait comme juste assez pour en faire les deux bombes qu'ils ont fait. Est-ce que tu sais Oui, non, c'est tout à fait vrai qu'ils ont eu, une fois qu'ils ont fait ils ont pris une bombe au plutonium pour les tests, une autre pour Nagasaki, et à la fin 1945, bof, ils vont en faire une ou deux autres, mais ils n'avaient pas vraiment de... Ça a choqué beaucoup le gouvernement américain qui pensait que maintenant on peut les produire en masse comme on produit des bombes au TNT, mais non, ce n'était pas aussi simple que ça. Il a fallu toute une infrastructure politique après, la Commission de l'énergie atomique, etc., pour monter la production, parce que c'était un stade expérimental, et non pas un stade industriel. Hein. Et donc, effectivement, ça a aussi choqué beaucoup de gens au Pentagone, et on verra ça au début de la prochaine partie, quand les militaires ont dit, voilà, on va faire des tests. Et donc, en 1946, ils ont fait les fameux tests opération Crossroads, ils ont flambé 2 bombes atomiques, comme ça, pour s'amuser. Ils ont probablement flambé la majorité de l'arsenal américain à l'époque. Donc, oui, ils ont remédié à ça plus tard, mais effectivement, il y avait une pénurie, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, comme la bombe à l'uranium, ils ne pouvaient pas se permettre de la tester parce qu'il n'y avait pas assez de matériel. Exact. Okay. Exact. Donc, c'est pour ça que la filière principale, ça a été le plutonium après. D'accord. Okay. Puis juste comprendre, quand les éléments de fission, quand il y a assez de fission pour faire une explosion, c'est excessivement rapide, puis même avec un canon où on peut envoyer une partie de l'uranium dans l'autre, oui. C'est suffisamment rapide que d'où que la masse critique ou la configuration, l'énergie... C'est une question d'échelle de temps. C'est une question de... C'est difficile pour l'intuition humaine de s'en rendre compte, bien sûr, mais c'est la même chose en physique dans tous les domaines, n'est-ce pas? Donc, les échelles de temps ici sont du genre, on double le nombre de neutrons à chaque milliseconde, par exemple, ou plus rapidement. Hein? Et donc, c'est exponentiel. Ça ne prend pas un temps de doublement très, très court, nécessairement. On ne parle pas de nanosecondes ici. C'est plus lent que ça, mais par rapport à des échelles mécaniques de propagation d'ondes de choc, c'est rapide. Donc, l'idée, c'est qu'il faut que la réaction en chaîne soit en grande partie complétée avant que la bombe ne se détruise elle-même. Oui, OK. Et juste comprendre, est-ce que ces bombes, est-ce qu'il engendre d'autres radiations autres que ceux qui sont créés lors de la fission? Oui. Ah oui, absolument. Donc là, on parle des retombées, on en reparlera la prochaine fois, mais c'est sûr que les noyaux qui sont issus de la fission, donc qui sont asymétriques, comme j'ai dit, ils sont assez variés. Il n'y a pas c'est pas 2 types de noyaux seulement, donc il y a plein de noyaux instables là-dedans. Donc il y a plein de matière radioactive qui est volatilisée, n'est-ce pas? Donc oui, c'est une source de contamination importante. OK. Merci. Bravo encore. Super bien aimé. Merci. Donc, on serait à la fin de notre temps. On aurait l'opportunité de poser une dernière question, si quelqu'un en a une. OK. Donc, je vous remercie à tous pour la présence et on se rejoint la semaine prochaine pour la suite de cette fascinante histoire. Merci, David. Vous pouvez remettre les motivations. On continue lundi prochain, c'est bien ça? Lundi prochain, exactement, ça va être la suite. Parfait. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.